Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci de votre fidélité au rendez-vous des valeurs régionales sur lyondécideur.com. Notre invité dans un instant, Franck Fischer, PDG d'ADUNIS, spécialiste de l'Internet des objets industriels, au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires annuel. À retenir dans l'actualité boursière régionale également, Milibou, le spécialiste digital de l'ameublement, qui a annoncé une très belle croissance sur son dernier exercice de plus de 30% à 30 millions d'euros, soit la plus forte hausse depuis son introduction en bourse. Outre ses ventes digitales, l'entreprise de Haute-Savoie dispose de 2 points de vente à Paris et à Lyon. Au cœur de la presqu'île, en bourse, l'action Milibou affiche une croissance de 8% sur la semaine et de 2,8% depuis le 1er janvier. En un an, le repli se monte à 23%. Notre invité aujourd'hui, je vous le disais au début de cette émission, c'est Franck Fischer, le PDG de la société therroise ADUNIS. Bonjour. Bonjour, monsieur Vacher. Et merci d'être avec nous. Alors, un exercice 2019-2020 marqué par la cession de l'une de vos activités qui vous a permis de ramener votre endettement à zéro. Pourquoi cette cession et dans quel but ? Alors effectivement, l'année 2019 a été une année assez chargée. La cession de notre activité Vokero, les systèmes de communication spécialisés pour le sport. Pourquoi cette cession ? Essentiellement pour une raison très factuelle. Cette marque qui était à la base, il y a une dizaine d'années, un produit, a pris son essor par elle-même et nécessitait de nouveaux moyens pour se développer. Et ces nouveaux moyens ont été apportés par un partenaire, la société Vogo, qui a souhaité acquérir en fait notre activité Vokero. C'est une décision qui était finalement assez discutée, assez difficile à prendre parce que c'est toujours compliqué de se séparer d'une partie de son activité et donc du personnel qui est attaché. Mais néanmoins, c'est un deal qu'on a mené jusqu'au bout et comme vous le disiez, c'est une activité qu'on a cédée fin octobre 2019. Nous avons l'équivalent d'une vingtaine de personnes qui nous ont quittés pour rejoindre la société Vogo et le produit de cette cession était équivalent à 6,5 millions d'euros. Voilà, donc ce que je disais, ça vous a permis donc de ramener votre endettement à zéro. Alors, vous vous concentrez désormais sur l'Internet des objets industriels avec l'idée de privilégier donc la rentabilité du groupe, clairement. Ah, tout à fait, tout à fait. Il est vrai qu'après notre entrée en bourse en 2017, nous avons privilégié évidemment la croissance avec de très forts investissements humains et matériels. Cette croissance a été au rendez-vous. Et c'est vrai que depuis la cession, nous avons décidé de réorienter l'intégralité de notre stratégie sur le domaine de l'Internet des objets, plus spécifiquement sur le bâtiment intelligent, ce qu'on appelle le smart building, à travers des solutions de produits et de services permettant d'améliorer les solutions dans le bâtiment intelligent. On parle de gestion technique du bâtiment et de services aux occupants. Et depuis que cette cession a été effectuée, nous avons effectivement mis en place un nouvel axe stratégique qui vise à un retour à la rentabilité le plus rapidement possible, bien évidemment. Voilà, vous privilégiez les solutions à marge importante par rapport à celles qui sont à plus faible marge, clairement, et on le voit bien dans l'évolution de votre chiffre d'affaires. Tout à fait, tout à fait. Essentiellement par l'association des produits et des services associés à ces produits. Alors, qui sont vos clients ? Vous avez évoqué donc le bâtiment. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'Adonis, effectivement, adresse le marché du bâtiment et donc les utilisateurs du bâtiment, mais sur un principe de B2B2B. C'est-à-dire que nos clients principaux sont les prestataires de services qui rendent des services d'efficacité énergétique, de gestion technique du bâtiment ou de service au bâtiment. Donc ce qu'on appelle dans le milieu du bâtiment des facility managers, c'est-à-dire des prestataires de services spécialisés. Ce sont eux nos clients aujourd'hui. Alors on va revenir sur la crise sanitaire. Comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez mis en place un plan de continuité d'activité tout de suite ? Oui, tout à fait. Il est vrai que l'ensemble des contraintes liées à la situation sanitaire sont tombées donc, comme pour tout le monde, mi-mars. Nous clôturons notre exercice au 30 mars.
Donc c'est ce qui nous a permis finalement de finir notre exercice dans de bonnes conditions, dans la mesure où tout avait été anticipé en termes de commandes et j'allais dire de fourniture de produits et le fait de pouvoir honorer nos commandes. Nous avons mis effectivement un plan de continuité, c'est-à-dire que environ 90% de nos collaborateurs ont tout de suite été transférés en télétravail. C'est quelque chose qui était assez inédit pour nous, mais comme pour de nombreuses sociétés, mais qui s'est très bien passé, et je remercie en ça l'ensemble de nos collaborateurs qui ont vraiment fait un super travail, et nous avons conservé une équipe sur site qui assurait une partie de la production et de la logistique, de sorte à pouvoir continuer à honorer bien évidemment nos commandes, parce que nous avons continué à travailler pendant le mois d'avril et le mois de mai. Et puis alors, vous aviez engagé d'importants efforts de relocalisation d'activités, mais il faut le dire, c'est un mouvement qui était initié avant même la crise sanitaire. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un mouvement qui a été initié suite j'allais dire, à deux constats majeurs. Le premier constat, c'est que finalement, ce qui était encore vrai il y a quelques années en termes de gains de marge dans la délocalisation, notamment en Asie du Sud-Est, dans des pays dits à bas coût, n'est plus aussi vrai aujourd'hui. En plus de ça, nous étions exposés à une multitude de risques sanitaires, on l'a vu, risques géopolitiques, et surtout à des coûts logistiques en pleine explosion. Et le deuxième axe, qui est, j'allais dire, un peu moins factuel, c'est une volonté de la nouvelle direction de s'inscrire dans une relocalisation de nos productions, de sorte à participer, j'allais dire, à notre humble niveau, à la croissance et à une capacité à soutenir l'écosystème industriel français. Voilà. Mais par ailleurs, soyons tout à fait honnêtes, ça se fait également avec des gains de marge à la clé. Et puis vous avez obtenu aussi un prêt garanti par l'État à hauteur de 800 000 euros. Oui, tout à fait. Il est vrai que l'assainissement de la situation financière de la société, vous l'avez dit, à travers le remboursement intégral de nos dettes bancaires et obligataires, nous a mis dans une situation bien évidemment plutôt confortable, mais nous avons quand même décidé, parce que très clairement la crise liée au Covid aura un impact sur le chiffre d'affaires, non pas sur notre secteur d'activité qui reste encore très actif, mais par un décalage naturel de l'ensemble des commandes et du déploiement de nos produits. Nous avons fait appel effectivement à nos partenaires bancaires qui ont répondu présents à hauteur d'un PGE de 825 000 euros. Voilà. Et puis vous terminez votre communication, à votre communiqué à l'issue de la présentation de votre chiffre d'affaires par cette mention. Vous avez donné un mandat en vue d'un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle. Ça pourrait se faire à quel horizon ? Alors c'est une information que nous avions déjà donnée à l'automne 2019. Effectivement, une observation précise du marché, une réalité de la situation autour de l'IoT et des besoins de la société pour véritablement prendre une place majeure sur le marché, nous a poussé à un rapprochement stratégique. Effectivement, nous avons mandaté une banque d'affaires pour opérer ce rapprochement potentiel, bien évidemment, parce que rien n'est sûr. En termes de délai, c'est toujours difficile à dire. Je ne vous cache pas que la crise sanitaire a un impact sur l'ensemble des délais qui sont liés à ce type d'opération, mais le mouvement est bien initié. Très bien, donc on aura des nouvelles sans doute prochainement. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse, Frank Fischer, à Denis 2,50 € à peu près, au moment où on enregistre cette émission, moins 38% depuis le 1er janvier, moins 48% depuis un an. Et oui, malheureusement, un parcours boursier qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais le marché boursier a sa réalité et ses réactions. Effectivement, la société aujourd'hui a prouvé sa capacité de croissance, sa capacité de résilience par rapport à une situation, ma foi, assez complexe, et j'espère que la plupart des investisseurs en tiendront compte. Évidemment, je dirais en parallèle que malheureusement beaucoup de small cap technologiques comme nous ont subi depuis quelques mois effectivement de très fortes dévalorisations sur le marché. C'est vrai, très bien. Merci beaucoup Frank Fischer d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Merci à vous, c'était un plaisir comme d'habitude. Sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.